Hadlitou de Djameldine Ben Chenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Nombreux parmi nous, dans ces pays où les peuples sont tétanisés, pris en otage par des régimes prédateurs, au point de ne plus pouvoir réagir à l'oppression et à la captation de leur propre souveraineté sur leurs nations respectives. Nombreux parmi nous évoquent souvent cette notion de colonisabilité, une théorie de Melk Ben Nebi, ou celle du discours sur la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, pour tenter de cerner cette disposition, ce penchant irrésistible de certaines populations à se laisser coloniser, à se laisser tyranniser. Et ainsi, selon Melk Ben Nebi, il est nécessaire pour qu'une société conserve son aptitude naturelle à l'évolution, à la dignité, à l'intégrité de son territoire, qu'elle puisse générer de ses profondeurs une synergie entre le citoyen, son territoire et l'action du temps. Lorsque ce très subtil équilibre est rompu et que la synergie entre ces facteurs se disperse, alors la calcification s'installe, qui paralyse la société sur tous les plans, sociaux, politiques, intellectuels, moraux. Les mécanismes de la décadence s'ébranlent dès lors et interréagissent les uns avec les autres, les uns sur les autres, pour accélérer davantage et de plus en plus vite, de plus en plus profondément, le processus d'un désormais inexorable déclin. La capacité de la société à avancer se résorbe en peau de chagrin chaque jour un peu plus, jusqu'à disparaître, et se manifestent alors les tares qui vont achever de disjoindre le lien social et la solidarité nationale. Le territoire devient un terreau favorable à toutes les infections sociétales, à toutes les dispersions, toutes les déchéances, toutes les corruptions. La société est infectée en profondeur. Elle n'a plus de sentiment d'appartenance commune qu'une vague perception. Elle ne peut plus défendre son intégrité. Elle devient colonisable et elle est donc atteinte de colonisabilité, pour reprendre ce néologisme de Melk Ben Nebi. Elle est désormais ouverte, cette nation, à tous les vents mauvais. Sur le plan interne, venant de despotes surgis de ses propres entrailles, qui trouvent ainsi table dressée pour s'accaparer la souveraineté de leurs peuples respectifs, désormais incapables de s'unir, de se ressaisir, de se révolter. Et de l'extérieur, venant de forces étrangères, pour lesquelles le sol occupé par ces populations incapables de s'unir et de se constituer en nation, n'est plus qu'un territoire tombé en déshérence, offert à la convoitise de qui en veut, de qui pourra le défendre et le faire prospérer, et de qui pourra donc le coloniser. 5 siècles avant Melk Ben Nebi, en 1547, Étienne de la Boétie, humaniste avant l'heure, poète et traducteur de Plutarque et de Virgile, qui n'était alors âgé que de 18 ans, allait donner à l'humanité
l'une de ses plus belles œuvres, le discours de la servitude volontaire. Un bref mais très puissant réquisitoire contre la tyrannie, contre le despotisme. Un véritable exploit si on remet cette œuvre, cet ouvrage dans son contexte de l'époque, en 1547. Étienne de la Boétie y dissèque littéralement la notion de légitimité, de comment les tyrans parviennent à s'imposer à un peuple. Et il entreprend d'expliquer les raisons profondes de cette disposition des peuples à la servitude consentie sans résistance. La Boétie tente de comprendre et d'expliquer les mécanismes subtils qui suscitent l'avènement de la domination. D'un côté, par des despotes qu'il qualifie de maîtres et de tyrans, et de l'autre, par les multitudes qui acceptent de s'y soumettre. Il développe, Étienne de la Boétie, les motivations profondes qui amènent à ce genre de relation entre les peuples et leurs tyrans. Il évoque notamment l'habitude de ces peuples, une sorte de calcification progressive, de routine qui normalise ce qui ne devrait pas l'être. Il évoque aussi les terreaux qui favorisent ce genre de situation, comme la religion, la superstition, le charlatanisme, etc. Mais le secret de toute domination, selon lui, est de faire des opprimés eux-mêmes des acteurs de leur propre oppression. Il n'oublie pas, bien sûr, d'évoquer le rôle principal des courtisans, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de collaborateurs ou de baggara, et qui, en échange de petits et gros privilèges, se font les gardes-chiourmes de la population, pour la fliquer, la conditionner, la maintenir dans la peur et la fatalité. Il en résulte tout naturellement qu'un esprit de servitude volontaire s'installe à tous les niveaux de la société, chacun selon des spécificités et des privilèges particuliers pour susciter le zèle ou faire craindre le pire. La Boétie décrit la pyramide de la servitude volontaire, quelques-uns en dessous du tyran, d'autres plus nombreux sous le contrôle de ces derniers, et ainsi de suite, jusqu'à la base composée des foules qui entrent en troupeau dans cette logique de servitude volontaire. Mais la Boétie conclut que cette structure pyramidale de la servitude volontaire est néanmoins sujette à effondrement, dès lors que les courtisans refusent de soutenir le tyran. Autrement dit, la principale explication de la servitude volontaire réside dans la présence des courtisans du régime au sein du pouvoir, dans le flicage des populations, dans leur incarcération mentale, dans la peur qui leur est inspirée, dans leur conditionnement par les divers relais du conditionnement et par la corruption de masse. Sinon, et pour embrasser les deux théories de Bnabi et de la Boétie en une seule perception, il suffirait, selon les deux, qu'un peuple se rassemble en un seul bloc, qu'il refuse d'être colonisé ou tyrannisé, pour qu'aucun colonisateur potentiel ne s'avise de s'y risquer. Et il suffirait que tout un peuple se dresse comme un seul homme contre le despote, pour que celui-ci tombe.
C'est pour cela que pour le colonialisme comme pour le despotisme, il suffit de diviser le peuple, de lui mentir, de lui faire peur, de le corrompre pour l'asservir. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.